thématiques sociales ou environnementales. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des conférences chaque mois. Donc, on fait des conférences gratuites et ouvertes à tous et à toutes sur différents sujets. On a eu beaucoup de super intervenants dans des domaines variés, le compost, le recyclage, l'architecture durable, les sols, etc. Et puis, à côté de ça, au sein de l'asso, on essaye de monter des projets sur lesquels on travaille collectivement et qui ont rapport avec l'artificialisation des sols, une mallette pédagogique qu'on essaye de développer à destination des enseignants de primaire pour qu'ils aient un petit peu plus d'outils pour sensibiliser les enfants à l'environnement et puis repenser aussi les modèles d'entreprise. Et donc ce soir, on est ravis d'avoir Samuel Sauvage qui va venir nous parler de l'obsolescence programmée. Voilà, Samuel, on est hyper contente de t'avoir. Et voilà, Samuel, tu es cofondateur et président de l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Tu travailles également en tant que consultant chez Auxilia. Tu es le co-auteur de l'ouvrage du jetable au durable. Et si je ne me trompe pas, tu donnes également des cours à Sciences Po Lille. Voilà, j'espère que je ne me suis pas trompée dans cette brève introduction. Et puis, écoute Samuel, on va te laisser partager en tout cas ton document. Ou alors Mathilde, si tu peux le partager, si jamais Samuel… Non, c'est bon, je C'est crois. bon? Ah, génial, super. Merci, merci pour cette invitation et bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vais vous partager ma vision sur l'obsolescence programmée, sur ces enjeux. Je pense que c'est un terme qui doit vous parler, hein, puisque vous êtes là aujourd'hui, et réfléchir avec vous finalement sur toutes les solutions qu'on peut employer à notre échelle ou à une échelle plus collective pour lutter contre ce phénomène. Voilà, nous, l'association HOP, elle existe depuis 2015. Donc, ça fait longtemps qu'on réfléchit à ce sujet. Et donc, j'étais parmi les cofondateurs. Elvire m'a très bien présenté, donc pas besoin de revenir dessus. Merci. L'association HOP, d'abord, qui sommes-nous? Après, vous verrez que cette présentation, elle est interactive, c'est-à-dire qu'on va poser quelques questions par sondage pour vous tester un petit peu sur l'obsolescence programmée, et puis ce qui m'amènera à apporter les réponses. Donc, ça va être un peu plus sympa qu'une intervention descendante longue. Donc, pour HOP, on est 40 000 globalement à avoir adhéré ou signé le manifeste de HOP. Donc, c'est pas rien depuis 2015. Mais bon, voilà, on reste quand même une association relativement jeune et petite, entre guillemets, avec 3 grandes missions, celle de sensibiliser, informer les citoyens, notamment, voilà, comment on peut consommer autrement, les pouvoirs publics, donc beaucoup de lobbying ou de plaidoyer pour faire évoluer les lois. Donc voilà, on est à l'origine de beaucoup de propositions sur la durabilité des produits. La dernière, par exemple, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en 2021, on a maintenant l'indice de réparabilité sur certains produits comme les télés ou les lave-linges. Et bien ça, c'était une proposition de HOP il y a quelques années qui voit le jour maintenant. Évidemment, il faut aller beaucoup plus loin, c'est toujours un peu plus long que ce qu'on voudrait, mais c'est quand même une mission très importante pour nous que de faire évoluer les lois. Et puis, comment est-ce qu'on engage les industriels? C'est quand même eux qui fabriquent et qui distribuent les produits, donc nécessairement, on veut les toucher. Alors, on a un peu la carotte et le bâton, globalement. Le bâton, c'est quand on porte plainte. On en parlera un petit peu, hein, mais on a déjà porté plainte pour obsolescence programmée. Et puis, c'est la carotte parce que finalement, il faut promouvoir aussi toutes les alternatives, les faire connaître. Et en ce sens, on a un club d'entreprise. Là, vous voyez la page d'accueil en bas à droite, le club de la durabilité, où il y a une vingtaine d'entreprises qui échangent leurs pratiques, qui essayent de progresser.
C'est pas forcément le club des 20 meilleurs, mais c'est les 20 qui veulent avancer ensemble et qui ont déjà posé des jalons, quoi. Donc c'est assez important pour nous parce qu'on n'est pas que des citoyens plus ou moins révoltés, mais c'est aussi des entreprises qui ont des solutions, des modèles économiques qui tournent. C'est très varié, hein. Vous avez par exemple Comown qui loue des Fairphone. Vous avez par exemple Spareka qui propose des pièces détachées et qui fait des tutoriels pour la réparation. Enfin, ouais, plein d'entreprises de toute taille qui nous ont rejoints. Et puis c'est vrai qu'en bas à gauche, j'ai aussi mis le site Produits Durables. Vous connaissez peut-être ce site. Et c'est un site qu'on a lancé aussi pour informer les consommateurs sur comment est-ce qu'ils peuvent, sur la durabilité des produits. Donc là, il y a des classements par marque. Si vous cherchez un lave-linge, par exemple, eh bien, vous avez des marques selon les retours des réparateurs et les retours des consommateurs. Donc, bon, il n'est jamais parfait non plus, mais c'est quand même le principal site pour s'informer sur la durabilité des produits. Donc, c'est intéressant et on sera preneur aussi de vos remarques. Voilà, alors on a proposé plutôt une méthode avec des quiz. Donc, on va commencer par une première question. J'espère que vous pourrez répondre. L'obsolescence programmée, qu'est-ce que c'est? Il y a trois réponses. Le fait que les produits ne soient plus réparables aujourd'hui, les stratégies des fabricants pour réduire la durée de vie des produits délibérément, ou alors un complot international. Hem, voilà, on vous laisse un petit peu voter là. Tout le monde n'a pas encore voté. Quelques secondes. Allez. Donc, vous êtes bon puisque vous avez cette réponse B qui est celle de cette définition qui est dans la loi et donc je vais pouvoir revenir un tout petit peu dessus quand même. C'est, l'obsolescence programmée se définit, par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Donc en gros, l'idée, c'est qu'il faut que ce soit une réduction de la durée de vie, il faut que ce soit délibéré et il faut que le but, ce soit d'en vendre davantage, quoi. Et ça, c'est dans la loi de 2015. Donc on est le seul pays au monde à avoir ce délit d'obsolescence programmée depuis 2015, délit qui nous a permis de porter plainte. Pour continuer un petit peu sur cette vision de l'obsolescence programmée un peu connue, il y a cette question aussi qu'on vous partage maintenant. C'est donc je vous passe la question 2. Installée dans la caserne de pompiers de Livermore en Californie, une ampoule brille sans interruption depuis. Alors voilà, quelle est la date selon vous? Heu, donc pour cette ampoule, hein, qui est un peu le symbole de l'obsolescence programmée, évidemment, c'est beaucoup plus complexe. On va voir dans cette présentation que l'obsolescence programmée, c'est la plupart des produits de consommation, sauf l'alimentaire. Mais disons que voilà, ça va toucher les vêtements, ça va toucher l'électroménager, le numérique, ça va toucher les véhicules. Hem, mais voilà, l'ampoule, c'est un symbole. Donc, encore quelques secondes pour voter et je mets fin au sondage, puisque donc vous êtes une petite majorité à avoir eu la bonne réponse, 1901. Effectivement, donc on a vu à ce moment-là, et c'était un peu les lancements de cette question de l'obsolescence programmée, cette ampoule, ce cartel qu'il y a eu pour réduire la durée de vie des ampoules, et qui a été donc prouvé, et qui montrait bien ce phénomène de vouloir réduire la durée de vie d'un produit pour en vendre davantage. Donc on a cette histoire finalement, là c'était le cartel de Phébus sur les ampoules en 24. Et puis l'obsolescence programmée, elle a été théorisée, finalement par Bernard London en 1932, au moment où on était en pleine crise économique. Et c'est pas pour rien, c'est que l'obsolescence programmée, elle est conçue comme un moyen de relance de l'économie,
par un moyen très simple. Il disait, voilà, et pour vendre davantage, il faut que les produits durent moins longtemps. La réponse, la réponse à la saturation des marchés. Évidemment, quand on a déjà un lave-linge, eh bien, on n'en achète pas un second, à moins que notre lave-linge tombe en panne. Et c'est le cas pour énormément de produits, d'équipements, d'où cette réflexion sur l'obsolescence programmée qui finalement se propage à tous les biens durables. Il y a eu cette histoire aussi autour des collants en 1940. Vous connaissez peut-être cette anecdote, Dupont de Nemours. C'est donc cette firme qui crée des collants et là, ils ont une nouvelle recette, avec des collants incassables, vraiment absolument, extrêmement résistants, qui sont capables de tracter des voitures, sans se filer. Et puis à un moment, ça a un grand succès, mais heu, ils sont obligés de faire machine arrière parce qu'il y a des réflexions dans leur comité de direction disant, «On va plus en vendre, une fois qu'on en aura vendu, à certains consommateurs et donc il faut qu'on change tout de suite la recette». Et aujourd'hui, les collants, c'est un problème, majeur de durabilité. On a fait une enquête sur les collants où on constatait que la plupart des consommatrices, en général, c'était 3 ou 5 usages. Donc voilà, ça filait très, très, très rapidement. C'est quasiment du jetable, alors que ça a un impact majeur sur l'environnement. Et je vous ai mis cette petite citation qui est assez intéressante, d'un designer qui s'appelle Brooks Stevens, qui résume quand même bien, l'obsolescence. C'est instiller dans l'esprit du consommateur l'envie de posséder quelque chose d'un peu plus neuf, d'un peu mieux et un peu plus tôt que ce qui est nécessaire. Et donc on a bien cette idée, un peu mieux, un peu plus neuf, un peu plus tôt. Donc on joue sur plusieurs leviers pour, forcer à acheter, de nouveaux produits. Alors on continue avec les sondages, avec maintenant la troisième question, pour un peu se rendre compte de, l'importance, on va dire, de ce phénomène de l'obsolescence programmée. À la maison, combien d'appareils électriques et électroniques? Donc il y a plusieurs types, hein, tous les produits nécessitant de l'électricité globalement, comptons-nous en moyenne en France? Alors vous pouvez répondre 5, 30 ou 99. Donc, je vais vous laisser répondre, quelques secondes encore. Et ça va être important de voir qu'effectivement on a, donc voilà ce que vous avez répondu. Vous avez répondu surtout 30 et moi la première fois qu'on m'a posé cette question, j'ai répondu pareil, mais c'est 99 finalement. Et donc on a, tellement d'équipements avec des appareils extrêmement spécialisés, de plus en plus connectés, qui font que le thème de l'obsolescence programmée, il s'applique finalement maintenant, on le résume souvent à certains appareils comme les smartphones, mais c'est quelque chose de majeur, dans notre équipement, à la maison notamment. Donc très important d'avoir ce point de vue-là pour vous présenter globalement quels sont les enjeux derrière la durabilité? Parce qu'on s'appelle halte à l'obsolescence programmée, mais on pourrait s'appeler aussi, vive la durabilité si vous voulez. C'est une manière, positive de le présenter et pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que c'est d'abord un combat environnemental et il y a 3 aspects. C'est les ressources, d'une part, donc vous savez que pour produire, par exemple un jean et ben, il faut c'est 10 000 litres d'eau. Pour fabriquer un ordinateur, c'est 250 kilos de matières premières. Pour fabriquer un smartphone, c'est 70 kilos de matières premières. Donc à chaque fois, l'empreinte matière, avec tous les métaux qui sont nécessaires, elle est, bien au-delà de l'appareil en tant que tel. Et on sait qu'on va manquer de nombreuses ressources, notamment dans les métaux qui sont de plus en plus stratégiques pour la transition, comme, l'argent, comme le cobalt, et cetera. Donc on va vers une raréfaction de ces ressources. C'est aussi des émissions de gaz à effet de serre et donc du changement climatique parce que pour fabriquer à chaque fois, un smartphone et bien, c'est énormément de consommation énergétique pour la fabrication. Et puis à la fin, c'est des montagnes de déchets. Donc finalement, on a des ressources, de plus en plus rares, donc des mines de plus en plus profondes et puis des montagnes de déchets de plus en plus importantes qu'on n'arrive pas à traiter, hein. Globalement, c'est moins de 10 des par exemple, des déchets électriques, électroniques qui sont recyclés.
Mais c'est aussi un combat pour l'homme, pour 2 raisons. Il y a cette phrase: «Je n'ai pas les moyens d'acheter bon marché». C'est parce que finalement, c'est une question de pouvoir d'achat et souvent, c'est les plus pauvres qui se retrouvent à être les premières victimes de l'obsolescence programmée, à être donc sur du jetable et à se retrouver à acheter trop rapidement et donc ça leur revient finalement plus cher au final. Et puis c'est une question de qualité de vie également, évidemment, un choix de société de ne pas renouveler sans cesse ses achats, mais plutôt de profiter longuement d'un appareil. Et puis, il y a aussi, l'adaptation des entreprises parce que finalement, il y a des évolutions, des attentes et il faut aider les entreprises à s'adapter, heu, également à la législation. Donc pour cette, durabilité. On continue avec une question. Il y en aura combien? Il y en aura 7 ou 8 des questions, donc on va voir si vous avez un bon score globalement. Je lance ce sondage pour que vous puissiez répondre. Ça va parler des imprimantes. Nous, en tant qu'association, on a porté plainte dans le cas des imprimantes, pour obsolescence programmée et on a constaté notamment qu'il restait de l'encre dans des cartouches alors qu'elles étaient indiquées en fin de vie. Quelle quantité restait-il dans les cartouches, selon notre enquête? Alors évidemment, vous avez peut-être pas lu notre enquête, donc c'est pas facile, mais c'est pour donner un ordre, de grandeur. Donc je vous laisse répondre, hein. Hem, c'est la première plainte qu'on a déposée pour obsolescence programmée. Ça avait fait vraiment le tour des médias et vous avez presque raison en disant que c'est la réponse C, la bonne, entre 20 et 40 d'encre qui est restée dans les cartouches qui étaient supposées être vides et le problème de ces cartouches qui étaient supposées être vides, c'est d'une part la cartouche avec, la ressource, hein, qui est derrière, qui est pas du tout neutre. On a vu que le prix du litre d'encre, de marque, il était de 1 000 € ou de plus même, de 1 000 € le litre. Donc c'est plus cher que n'importe quel parfum, par exemple, de grand luxe. Donc c'était déjà un enjeu important financièrement et puis ce qu'on avait montré aussi dans cette affaire des imprimantes, c'est qu'il y avait donc une puce qui comptait le nombre d'impressions et qui à un moment bloquait, l'imprimante sur certains modèles, alors qu'il suffisait de la réactiver. Il n'y avait pas de problème en soi sur l'imprimante, c'est juste qu'ils considéraient qu'au bout d'un certain nombre d'impressions, l'imprimante ne devait plus fonctionner correctement. Donc on attend encore, parce que vous allez peut-être poser la question, suite à notre plainte, on attend encore, ce que va dire la justice, ça c'est très, très long, c'est assez énervant. Donc c'était en 2017. Donc ça, voilà, on a fait un rapport, hein, pour ceux qui vont être intéressés par les imprimantes et donc cette plainte. Puis on a porté plainte, pour les iPhones avec l'obsolescence logicielle des iPhones où vous savez, c'était les iPhone 5, 6, 6S où, il y avait un problème, suite à la mise à jour, où l'iPhone était ralenti. Il était ralenti d'à peu près 50 pour, la moitié des consommateurs qui avaient fait la mise à jour. Donc c'était quand même un ralentissement assez grave, hein, qui faisait que beaucoup ont donc abandonné leur téléphone et donc nous, on a considéré que c'était de l'obsolescence programmée et d'ailleurs, on n'a pas été les seuls à le considérer parce que là, par contre, il y a eu une «condamnation» entre guillemets suite à notre plainte. Apple a été, sanctionné de 25 millions d'amende, donc à payer au fisc français suite à cette plainte. Donc c'est une victoire, même s'ils ont préféré négocier, ils ont évité le procès très public, qui aurait pu être très médiatique et ils ont préféré dire: «OK, on paye l'amende, dites-nous combien». Donc voilà, c'est quand même un premier débouché quand même pour cette loi. Je précise quand même que, pour être tout à fait exact, hein, toutes cette, sanction, elle n'a pas admis en tant que telle l'obsolescence programmée, elle a admis la pratique commerciale trompeuse, ce qui est quand même proche, mais voilà, c'est une petite nuance. Ça m'amène à vous présenter 3 types d'obsolescence programmée. La première, c'est la plus connue, on va dire, la technique. C'est donc une pièce fragile, c'est un manque de pièces détachées, c'est une difficulté à réparer l'appareil. Donc là, voilà, on vient de faire un rapport sur les télés, par exemple, on voit qu'il y a des condensateurs qui sont fragiles, qui sont et donc là, c'est les questions techniques. Il y a la question logicielle.
donc je mentionnais avec les iPhones, mais qui finalement maintenant va concerner aussi, vos frigos, vos grille-pains, enfin tout ce que vous voulez, puisque maintenant on est vers une tendance à ce que tout soit connecté et donc finalement à ce qu'il y ait une mise à jour de tous ces appareils, que donc il y ait des applications derrière ces appareils et donc les problèmes de compatibilité, les problèmes à un moment de ce qu'on appelle, le logiciel trop gros, c'est-à-dire l'obésiciel, logiciel obèse, c'est-à-dire qu'à un moment l'application est trop lourde pour l'appareil qui est pas conçu pour ce type, de nouvelles applications qui arrivent les années suivantes et donc on a des problèmes. Ensuite, l'appareil ne fonctionne plus et le consommateur se retrouve à le laisser dans son tiroir ou à le jeter à la poubelle. Donc ça, c'est un 2e problème, de plus en plus important et puis on a un problème, qui dépasse un petit peu, enfin qui est assez central dans la société de consommation, mais qui est cette obsolescence esthétique. Donc c'est une stratégie aussi de la marque de rendre le précédent produit, hors de la mode et donc de montrer à chaque fois que le nouveau, il est complètement révolutionnaire, et donc d'inciter à se débarrasser d'un produit qui marche encore pour acheter un nouveau. Donc là, évidemment, on a d'autres leviers pour combattre, cette obsolescence, mais ça montre, tous les types d'obsolescence, possibles. La loi, elle, considère pas ce dernier élément d'obsolescence comme interdit. Alors, de toute façon, oui, je présente beaucoup de choses là et puis après on aura un temps pour les questions. 5e question, c'est assez, ah non, celle-là, elle y est pas. Bah, je vous la pose comme ça. Globalement, le mode de vie, français, il équivaut à une, 2, 3 ou 4 planètes. Vous avez peut-être la réponse, mais vu que la question, là, je l'ai pas en sondage. La réponse, c'est 3 selon le mode de vie français. C'est plutôt 5 pour, 4 ou 5 pour le mode de vie, des États-Unis. Et ça amène à vraiment cette interrogation que j'avais environnementale au départ. C'est-à-dire là, si on regarde, le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour à partir duquel on a consommé nos ressources renouvelables, eh bien, il est de plus en plus tôt dans l'année et aujourd'hui en France, il est au 4 mai, donc ça veut dire qu'après le 4 mai, tout ça se fait à crédit. Donc on a un mode de vie qui est bien supérieur à nos capacités, aux capacités de renouvellement des ressources, donc de la planète et le graphique, il le montre bien. Il y a 30 ans, on consommait 50 de ressources en moins. Aujourd'hui, on a une empreinte considérable, hein, avec, par exemple 15-20 kilogrammes de déchets électriques et électroniques, par Européen par an, et cetera. Et ce qui s'envisage, c'est que dans 30 ans, on a la fin des réserves de certains métaux, par exemple. Ce qui nous pousse à vouloir consommer durable. Mais consommer durable, ça implique d'abord de poser cette question du cycle de vie du produit. Et je ne sais pas si vous êtes familier de cette notion. Quelle étape du cycle de vie d'un smartphone est la plus énergivore? C'est-à-dire quand on regarde, le cycle de vie, ça veut dire on voit ce que ça consomme en termes de fabrication, pour la distribution, pour l'utilisation ou pour la fin de vie. Bon là, c'est un peu simplifié, on peut avoir un cycle de vie un peu plus poussé, et ça, c'est très, très important à préciser ces éléments parce que ça, c'est pour le smartphone et on va voir qu'en fait, c'est une question qui va se poser pour tous les produits. Donc vous avez bien répondu, c'est bien la fabrication, majoritairement, donc c'est en amont, pour fabriquer le produit qu'on a le plus d'impact. Et donc c'est ce que vous voyez à droite là, globalement, pour l'extraction des matières premières et la fabrication, c'est là où on a le plus d'impact et ça, c'est le cas des smartphones, c'est le cas de la plupart des appareils électroménagers. Alors que souvent on nous dit: «Attention, pour être écolo, il faut bien mettre en veille son appareil, faut bien,» et c'est vrai, mais le vrai geste écolo, c'est surtout de faire durer son appareil. Pour les produits numériques, c'est 80 de l'empreinte qui est lors de la phase de fabrication. Pour un ordinateur, par exemple, je vous donne un ordre d'idée, hein, il faudrait le faire fonctionner pendant plus de 40 ans pour avoir autant de consommation d'énergie
qu'on a eu pour le fabriquer. Donc l'utilisation, c'est pas rien, mais c'est quand même très peu par rapport à tout ce qui est nécessaire pour fabriquer les produits. Et une fois qu'on sait ça, eh bien, on se rend bien compte que la priorité des priorités, c'est pas, par exemple, optimiser, faire un truc qui ressemble un peu moins. La priorité des priorités, c'est de faire des produits qui durent plus longtemps. Et c'est le cas pour la plupart des produits. Il y a quelques exceptions, par exemple une voiture, effectivement, ça consomme beaucoup, en utilisation et donc au bout d'un moment, ça peut valoir le coup de remplacer la vieille voiture. Mais pour la plupart des produits, c'est pas vrai. Il faut faire durer au maximum. Et puis je vous ai mis un petit graphique là à gauche pour bien vous montrer que quand on regarde l'empreinte carbone, c'est-à-dire voilà la pollution engendrée par un un Français moyen, eh bien, la plupart, c'est généré par les importations. Donc c'est bien notre consommation qui est en jeu et qui majoritairement, crée notre impact, climatique. Donc c'est pas vraiment on nous parle beaucoup de voilà, comment est-ce qu'on se transporte en France, qu'au voilà, si on prend l'avion et cetera. C'est important, mais c'est peut-être encore plus important de savoir ce qu'on achète comme produit. Du coup, lorsque vous achetez un produit neuf en magasin, donc c'est une des dernières questions, de quelle durée est la garantie? Alors je vous l'affiche, la garantie légale de conformité. Alors 1 an, 2 ans, 3 ans ou à vie. Alors d'ailleurs, je connais pas les culottes Sloggy, mais je crois que c'était une pub à l'époque. Donc vous êtes, plusieurs à avoir répondu. Je laisse encore quelques secondes. Il y a du 1 an et il y a du 2 ans dans vos réponses. Comme quoi, on a bien fait de faire poser cette question, parce que c'est bien 2 ans. Donc sachez-le pour tous les produits. Alors c'est un peu absurde parce que pour une brosse à dents ou pour, un lave-linge, vous allez avoir, théoriquement cette même garantie. Mais c'est important parce que parfois on vous vend aussi des extensions de garantie. Et on vous fait croire que vous avez une extension de garantie de 3 ans. Enfin, vous avez une garantie de 3 ans et vous croyez que c'est 3 ans, mais en fait, il y a déjà les 2 ans qui sont légaux. Donc l'extension, elle est de 1 an, par exemple, dans ce cas, par rapport aux 2 ans qui sont déjà la loi. Donc tout le monde doit garantir 2 ans et donc garder vos tickets, pendant 2 ans, on ne peut pas vous dire que le produit n'est pas garanti. Je dirais même plus, pendant 2 ans, la charge de la preuve, elle porte sur le vendeur. Donc c'est pas vous qui devez vous devez montrer que, vous l'avez bien utilisé. C'est à eux de montrer que vous l'avez mal utilisé. Donc c'est très important cette question et ça m'amène à une première solution, on va dire, de consommation durable parce que je pense que là, aujourd'hui, autour de la table, on veut aussi trouver des solutions de consommation. Eh bien, le premier geste, c'est de choisir «le bon partenaire» entre guillemets, donc c'est de choisir vraiment, le bon objet. Se poser d'abord la question: «Est-ce que j'en ai vraiment besoin?» et puis bien se renseigner. Donc avec cette garantie, il y a des produits qui sont garantis plus longtemps. Par exemple, un des membres du club s'appelle Ma Garantie 5 ans. C'est un site internet, Ma Garantie 5 ans et ils vendent que des produits garantis 5 ans. Donc c'est hyper intéressant, et pour, vendre ces produits-là, bah, ils se sont assurés quand même qu'ils étaient bien durables, quoi, donc c'est, c'est important d'avoir cette information. Donc j'ai mentionné le site Produits durables aussi pour bien se renseigner sur les marques et puis, globalement, est-ce que j'en ai besoin? La première des choses, c'est est-ce que je peux pas réparer mon ancien appareil? C'est est-ce que je peux pas recoudre, mon ancien, jean et cetera? C'est aussi, est-ce que je peux pas acheter d'occasion? Souvent, vu qu'on a vu cet impact très fort dans la fabrication, acheter d'occasion, c'est une vraie solution puisqu'on donne une seconde vie à un produit. Donc c'est pareil pour le reconditionner dans les appareils, électriques et électroniques. Donc c'est une première idée, c'est autour de cette consommation durable, comment est-ce qu'on choisit le bon appareil ou le bon équipement? Petite question supplémentaire, sur le coût de la réparation et je crois que ça va être la dernière d'ailleurs. Combien coûte le fait de réparer soi-même son appareil électroménager en moyenne? C'était une étude, récente, hein, je ne sais plus la référence exacte d'ailleurs, je pourrais vous la retrouver.
Et donc voilà, ils avaient affiché des coûts moyens. Alors c'est bien réparé soi-même, hein, et donc c'est je pense, important pour, préciser. Donc je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Je ne sais pas si vous êtes sûr de votre choix. Allez, trop tard pour les retardataires. Vous êtes une majorité à avoir répondu moins de 50 € et vous avez raison. Et c'est pas très intuitif parce qu'on dit toujours que la réparation, c'est cher et c'est vrai, la réparation, c'est beaucoup trop cher, mais en fait, c'est pas vraiment le cas quand on répare soi-même. Quand on regarde un tutoriel, qu'on achète une pièce détachée, la plupart de ces pièces détachées, finalement étaient de moins de 50 €. Donc c'était pour, un peu plus de la moitié, hein, des réparations qui étaient de moins de 50 €. Donc c'est intéressant d'avoir cet élément-là. En revanche, quand même, notre, plaidoyer, il plaide pour avoir, un coût de la réparation plus faible. Je vais y revenir après, parce que quand on fait venir un réparateur ou et cetera, on a quand même un gros problème, comme vous le savez, hein, que l'appareil neuf, il peut coûter aussi cher que le fait de réparer son vieil appareil. Et enfin, donc les solutions, de la consommation durable, c'est entretenir cette, flamme, plus c'est long, plus c'est bon. Donc comment est-ce qu'on entretient le produit? Donc là, c'est pareil, dans le site produits durables, on a des articles qui conseillent, et comment est-ce qu'on répare évidemment, donc on peut réparer soi-même ou par un professionnel, tous les 2 sont possibles. Et puis à la fin, quand vraiment on n'a plus de solution, eh bien, il faut trouver bonne manière de se séparer de son produit, donc en termes de recyclage ou, trouver un lieu qui puisse, reconditionner, réparer votre produit et ensuite le revendre à proximité de chez vous. Il y a un site de l'ADEME d'ailleurs qui s'appelle Longue vie aux objets, qui répertorie les solutions de réparation, de réemploi, et théoriquement, vous avez une réponse, près de chez vous. D'ailleurs, oui, c'était cette, diapo. Finalement, quand on regarde comment consommer durable, on a plusieurs réflexes à avoir. Alors, soit on achète des produits neufs, responsables et derrière ça, on s'informe bien sur le produit. Quand on s'informe aussi sur l'indice de réparabilité, comme je le mentionnais au départ. On a maintenant cet indice sur certaines catégories de produits. C'est insuffisant, mais bon, c'est quand même un pas en avant. D'ailleurs, en 2024, normalement, parce que c'est la loi qui le dit, c'est nous qui l'avons proposé, on n'aura pas un indice de réparabilité, mais on aura un indice de durabilité. Parce que c'est bien un produit qui est réparable, mais c'est encore mieux un produit qui est fiable et qui tombe pas en panne. Et donc, il faudrait arriver à mesurer le fait qu'un produit va être robuste. Pour l'instant, vu que c'est peu plus dur à mesurer, eh bien, on n'a pas encore cet indice-là, mais en 2024, on est censé l'avoir. Alors évidemment, acheter d'occasion au maximum. Donc vous connaissez plein de sites, même comme, Le Bon Coin qui permettent, ce type de consommation et puis les ressourceries, qui créent en même temps de l'emploi tout à fait, utile socialement. Allonger la durée de vie des produits, donc c'est réparer. Il y a les repair cafés aussi qui sont souvent des solutions pour aller faire réparer par des bénévoles, qui vous aident à réparer vous-même, vos produits, donc c'est hyper sympa. Et puis le dernier aspect, c'est peut-être le premier d'ailleurs, excusez-moi, j'aurais dû le présenter autrement, c'est le renoncement aux achats superflus. Parce qu'on est dans une société de consommation qui crée des besoins artificiels, des besoins donc, dont on pourrait se passer, et donc qui finalement créent une sorte d'addiction à consommer toujours davantage. Alors que finalement le bien-être est sans doute davantage dans la sobriété, de maîtriser ses besoins. Bon, c'est assez philosophique évidemment, mais voilà, de nombreux, philosophes et religieux et penseurs, le disent depuis des dizaines d'années, et c'est pas inutile de le rappeler. Cependant, je finis quand même ma présentation par un petit aspect, c'est-à-dire, on dit toujours et c'est vrai, il faut consommer durable. Vous avez une part de responsabilité en tant que citoyen, vous avez votre carte de crédit
qui est une façon de voter pour la société que vous voulez. Et on ne peut pas dire le contraire. Nous, on sensibilise en permanence les consommateurs. Mais ne plaçons pas tous nos espoirs là-dessus, pour pas mal de raisons. Mais la première, c'est celle que je vous montre à l'écran. L'empreinte carbone moyenne d'un Français de plus de 10 tonnes de CO2 par personne. Et s'il fallait respecter l'accord de Paris, c'est-à-dire l'accord climatique, il faudrait arriver à plutôt 2. Et une étude qui s'appelle Faire sa part de 2019, qui est quand même assez robuste comme étude, elle a chiffré tous les gestes qu'on pouvait faire au niveau individuel, comme acheter d'occasion, etc. Et finalement, on n'arrivait pas à 2. Parce qu'on a quand même toute une technostructure, des infrastructures qui font que le gros des pollutions, ce n'est pas forcément les petits gestes individuels. Donc, c'est important parce que les 2,8, ils vont nous aider à arriver à l'accord de Paris. Mais il faut mettre la pression. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'association, on met la pression, on veut être nombreux à le faire, et on veut que vous adhériez d'ailleurs à l'association si ça vous intéresse, parce que plus on sera nombreux, plus on pourra porter ce message. Mais derrière, il faut qu'il y ait la loi qui contraigne les entreprises, qui incite. Donc par exemple, l'affichage de durabilité des produits, on devrait l'avoir en 2024, c'était une proposition de Hop. Le fait d'avoir des mesures fiscales incitatives, c'est très important aussi. Par exemple, on veut qu'il y ait une TVA réduite sur la réparation, ou alors un chèque réparation, enfin quelque chose qui fait que la réparation coûte moins cher pour le citoyen. On a obtenu d'ailleurs en ce sens une petite avancée avec un fonds pour la réparation qui va déjà pouvoir aider, mais ce n'est pas aussi important qu'une baisse de TVA par exemple. La garantie, qu'est-ce qui empêche? On peut le faire aujourd'hui, même au niveau français, d'avoir une garantie plus importante. Donc 5 ans par exemple sur un smartphone, sur un lave-linge, est-ce que c'est déconnant? Autre proposition très importante, c'est sur les questions logicielles. Le fait de pouvoir avoir une mise à jour et de revenir en arrière si on voit qu'il y a un problème, si on voit qu'il y a un dysfonctionnement. C'est possible sur les ordinateurs, sur les smartphones, ça l'est pas. Ça fait partie des propositions un peu plus techniques comme ça qu'on pose. Alors encourager les nouveaux modèles de production et de consommation, c'est un peu vague là comme je le dis, mais c'est par exemple tout ce qui repose sur, l'usage. Le fait de louer un produit plutôt que le vendre. C'est une vraie solution parce que quand on loue un produit en tant qu'entreprise, on a intérêt à ce que ce produit dure longtemps puisqu'on le loue. Et le consommateur, il est satisfait parce qu'il a l'usage de ce produit de toute manière. Donc quand on est sur d'autres types, ça s'appelle l'économie de fonctionnalité, mais bon, en gros, je vous l'ai résumé comme ça. Quand on a ce type de modèle, on s'aperçoit qu'on a quand même beaucoup plus d'incitation à durer. Et ça, voilà, les pouvoirs publics, ils peuvent le faire, ils peuvent consommer eux-mêmes, ils achètent beaucoup de choses, donc ils ont des achats à orienter autrement. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire, des aides à faire autour de ces modèles alternatifs. Les pièces détachées, par exemple, et on a souvent des problèmes d'accessibilité, de disponibilité et puis de prix des pièces détachées. Donc là, on pourrait l'encadrer. Une autre idée aussi qu'on a mise, c'est le fait de mettre un compteur d'usage sur les produits. Si sur votre lave-linge, vous saviez combien de cycles il a fait, eh bien, vous pourriez plus facilement le vendre d'occasion ou bien objectiver le fait qu'il y a un problème d'obsolescence. Donc bon, c'est parmi d'autres parce qu'on a 50 mesures, là, comme vous le voyez à droite, pour une consommation et une production durable, donc un livre blanc avec des mesures au niveau européen, au niveau national. Et c'est quand même très important, hein. Vous, évidemment, enfin, vous allez voter, vous votez, j'imagine, enfin, même si c'est moins le cas, c'est moins à la mode de voter, mais en tout cas, on peut poser ce type de propositions. Mais c'est bien de ne pas tout faire reposer uniquement sur l'exemplarité de la consommation, parce qu'il y a un besoin de structurer plus collectivement aussi ce combat. Donc voilà globalement pour cette intro. Je ne sais pas si j'ai été long ou trop court, mais ça permettait de vous dire merci d'ailleurs, voilà, de ne pas hésiter à aller sur notre site. Pour ceux qui voudraient aller voir le livre aussi, il se vend encore.
Et puis, pour ceux qui veulent être bénévoles, on est toujours preneurs aussi. Et puis surtout, pour ceux qui ont des questions, eh bien, qu'ils n'hésitent pas. J'ai vu qu'il y avait des questions d'ailleurs, mais je ne les ai pas lues parce que je parlais. Mais là, on peut y revenir. Merci beaucoup Samuel. En effet, on va revenir aux questions et justement, tu parlais de la politique et Fanny demandait et disait que l'an prochain, c'était les présidentielles et est-ce que tu avais, toi, euh, un sentiment que certaines personnes, certains hommes ou certaines femmes politiques étaient un petit peu impliqués dans ces enjeux et portaient un petit peu tout ça? Alors, oui, il y a 5 ans, aux précédentes élections, on avait fait un questionnaire aux candidats avec une dizaine de, peut-être 6 mesures, je crois, qu'on proposait et on leur demandait de se positionner. Et parce que voilà, c'est très important pour nous. Après, on faisait un classement et d'ailleurs, on a le classement, de mémoire, c'était qui? C'était, 1er était Hamon et Mélenchon et 3e, Macron qui s'était engagé sur, cet indice notamment de durabilité des produits. Donc on l'a pas lâché, il s'était engagé et bon, ça a été voté. Mais évidemment, je pense que selon les sensibilités, on n'a pas la même appréhension du sujet. Quand on est libéral, nécessairement, on ne veut pas mettre trop d'entraves au marché et donc les partis libéraux, donc les Républicains ou En Marche, vont être favorables à ce qu'on mette des indices comme, la durabilité, ce qui est quand même un pas en avant, donc mais ça va bien dans le logiciel de la bonne information du consommateur. Donc ça, ils sont partants. Par contre, mettre une garantie de 5 ans, ça paraît beaucoup trop, interventionniste pour eux. Parce que voilà, ça va pas plaire à tous les fabricants et c'est l'État qui se mêle des affaires des entreprises et donc pour ce type de mesures, les partis un peu plus libéraux donc vont pas être partants. Ce qui va être davantage le cas des partis plus à gauche ou écologistes. Souvent quand même, c'est plus les partis écologistes qui ont poussé le sujet, au niveau européen, par exemple, puisqu'il y a eu une initiative européenne contre l'obsolescence programmée. La première proposition de loi en France, était aussi, écologiste. Enfin, il y a un peu plus évidemment on va dire d'avance des écologistes sur le sujet. Mais après ce que quand même on constatait, c'est que la plupart des partis, ils étaient sensibles à ça. Parce qu'ils voient bien que ça intéresse tout le monde et ils voient bien que les gens, voilà, c'est important pour eux de et d'ailleurs quand les consommateurs, choisissent ces produits, de plus en plus, la durabilité, c'est un des premiers critères. C'est un des 3 premiers globalement. Donc voilà, c'est pas juste une question de militants, ce qui fait qu'ils vont tous s'engager d'une manière ou d'une autre. Après, voilà, c'est selon les manières de le faire, plus ou moins interventionnistes. Donc moi, je donne pas de conseils politiques évidemment et nous, on n'a pas d'affiliation politique. Mais par contre, on fera ça quand même en 2022, on fera un classement, un questionnaire, enfin, j'espère qu'on y arrivera, pour essayer d'orienter, enfin d'informer les électeurs, sur ces engagements des candidats, quoi. Et évidemment, je sais pas encore qui est candidat non plus, donc je peux pas aller beaucoup plus loin. Alors déjà, si quelqu'un veut prendre la parole pour poser des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais un petit peu regarder dans le chat, voilà. Mais si vous avez envie de mettre votre caméra et d'intervenir directement, ne vous sentez pas gêné. Ce Pardon qu'on voulait, aussi, je peux oui, aussi, excuse-moi Elvire, mais je pense aussi à un autre sujet qui est intéressant parce que le quinquennat précédent, il a été, à la fois un quinquennat intéressant parce qu'il y a eu une loi sur l'économie circulaire, où il y a eu pas mal de propositions de Hop qui ont été reprises et de l'autre côté, il faut regarder la cohérence d'ensemble. C'est-à-dire quand on prône quand même la croissance à tout va et qu'on fait un plan de relance qui est pas très sélectif, dans le type d'entreprises qui sont soutenues, quand on développe par exemple la 5G, donc c'est un sujet dont j'ai pas parlé aujourd'hui, mais la 5G, c'est une aberration écologique selon moi
et qui va avoir un impact monumental. Il y a tellement d'appareils qui vont devoir être renouvelés à cause de ça, que qu'il y a aussi cette cohérence-là à avoir. C'est-à-dire comment est-ce qu'on agit, voilà, par rapport à cette durabilité dans son ensemble, pas juste sur une loi, mais sur l'ensemble des interventions. Pardon Elvire. Non, non, je t'en prie, je t'en prie. Au contraire. Il y a une question de Nadine. Est-ce que vous pensez, Nadine, est-ce que vous pensez que la réparabilité fait peur aux fabricants? J'espère que je pose bien votre question. La réparabilité, De réparabilité. L'indice de réparabilité, vous voulez dire? Oui, d'accord. Ouais, est-ce que c'est quelque chose qui les stresse ou qui… alors, il y en a qui jouent pas le jeu encore, hein. C'est-à-dire que là, quand on va en magasin, là aujourd'hui, c'est obligatoire sur les télés, sur les lave-linges, sur les smartphones, les ordinateurs et les tondeuses. Bon, c'est pas non plus, tous les produits encore malheureusement. Et on remarque quand même que, je sais plus, c'est peut-être, 1/3 des produits ne l'ont pas encore, cet indice de réparabilité. Donc il y en a qui jouent pas encore le jeu. Donc est-ce qu'ils en ont peur? Peut-être parce que malgré tout, on remarque quand même que quand on se tape une note de 3/10, et que les concurrents ont 9/10 en réparabilité, bah, ça va avoir un impact sur les ventes, quand même. Donc je pense que oui, ça les embête et ça les pousse quand même ça va les pousser dans les générations suivantes à quand même maximiser leurs notes. Après, ils peuvent le faire un petit peu d'une manière, filoute, parce qu'il y a certains critères, donc on ne peut pas forcément prendre en compte tout dans l'indice et peut-être qu'ils peuvent, jouer intelligemment dessus. Mais, c'est quand même une avancée parce que, voilà, on a quand même, cette info. En plus, cet indice, ce qui est bien, c'est qu'on a mis aussi le coût de la réparation dedans. Donc c'est pas juste s'il est réparable le produit, mais c'est est-ce que les pièces détachées vont pas être non plus, prohibitives, quoi. Donc c'est Mmh. pas rien. Après, nous, on insiste beaucoup pour dire: «Attendez, c'est que le premier acte». Le vrai La vraie révolution qu'on attend, c'est l'indice de durabilité. Donc est-ce que le produit va être robuste? Ça risque d'être, plus important, et de faire plus peur parce que la réparabilité, bon, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses, et malheureusement, c'est pas le c'est déjà pas gagné, mais après, on arrive vers l'indice de durabilité, ça va être vraiment, vraiment une avancée. Et est-ce que vous voyez chez Hop, aussi les distributeurs, par exemple, faire des choses, qui vont dans le bon sens? Alors oui, les distributeurs, il faut qu'ils aient la confiance de leurs clients quand même. Ils veulent que leurs clients reviennent et vu que les clients sont de plus en plus sensibles au fait qu'un produit, va être durable, que, bah, voilà, ils ont envie de jouer ce rôle quand même. Donc il y a quand même, des avancées. Ceux qui se font connaître là-dessus, c'est notamment Fnac, Darty, Ouais. qui sont pas parfaits parce que, par exemple, ils font toujours, par exemple, du Black Friday, Mmh. et des pubs, en veux-tu en voilà. Mais ils ont une offre, par exemple, actuellement, qui est, Darty Max et qui permet de réparer tous vos produits, pour un certain forfait mensuel. Ah C'est bah, quand même vachement intéressant. mmh. Et ils ont mis, ils sont les premiers à avoir mis une note de durabilité sur les ordinateurs. Et en fait, c'est le cas aussi pour, Electrodépôt, par exemple, qui vend plutôt du low cost. Bah, là, ils sont en train de vendre de plus en plus de reconditionnés, de faire donc ils s'y mettent tous, et voilà, c'est intéressant. Ils viennent nous voir, nous, alors qu'on est une petite asso, mais parce qu'ils sentent que, voilà, les gens attendent ça et qu'eux, s'ils s'y mettent pas, c'est leurs concurrents qui vont empocher, les parts de marché, donc ils ont pas le choix, quoi. Il vaut mieux être le premier d'ailleurs à le faire, à faire du buzz et à se faire de la bonne com, plutôt qu'être le dernier à imiter ses concurrents. Donc globalement, c'est positif,
Mais bon, c'est quand même une mutation importante parce qu'on partait du fait de vendre le plus possible avec notamment des commissions aussi. Les vendeurs, souvent, peuvent avoir une part variable selon le nombre de produits vendus et cetera. Ça reste du commerce, hein, et donc il faut quand même changer tout ça pour dire: «Attendez, le but, c'est pas d'en vendre le plus possible, mais c'est de bien conseiller, c'est que les gens soient satisfaits, qu'ils reviennent pour un autre produit». Donc c'est quand même un petit peu lent comme mutation. Ouais, d'accord. Nadine réagit aussi, en disant qu'elle est membre du forum Sony et qu'il y a a priori des milliers de personnes, qui ont eu, des problèmes de panne juste après, la période de garantie. Est-ce que vous, chez Hop, vous avez eu des vues sur Sony par rapport à justement des pratiques d'obsolescence programmée voulues? Ils se plaignent beaucoup, mais a priori Sony ne veut rien entendre. C'est pour les smartphones ça? Ou c'est pour, ce Sony, ça peut être plein de choses, vous savez? On a des plaintes un peu tous les jours, nous, sur C'est notre pour les télévisions. pour les télés. Ouais. Hem, Bah, on vient de faire un rapport d'ailleurs sur les télés. Mmh, donc là, c'est en une de notre site, je pense, où on a montré pas mal de problèmes. Enfin, les télés, c'est pareil, elles concentrent un peu tous les problèmes, qu'on a dans l'obsolescence. Déjà, c'est des télés de plus en plus grandes, donc énergivores. On nous vend le fait qu'on va avoir une nouvelle résolution, 8K, alors qu'elle est pas visible à l'œil nu, donc ça sert à rien. Mais toute la com montre, que ça va être génial. On a des pièces fragiles à côté de sources de chaleur, on a des problèmes de réparabilité, c'est-à-dire, par exemple, pour changer un petit condensateur qui peut coûter 2 €, bah, faut changer toute la dalle, et donc forcément ça va coûter 200 €. Enfin, on a montré un peu tout ça, et je me souviens plus de la place qu'avait Sony, mais on a fait pareil, un classement des marques, donc je vais vérifier, mais Sony, de mémoire, était pas bien classé, donc vous avez raison, et on a eu aussi des alertes sur notre boîte mail, mais pas encore assez pour porter plainte, mais après voilà, si on a plus d'alertes, à force, on peut porter plainte. Parce que c'est vrai que, voilà, ce que vous dites autour de cette, garantie qui s'arrête et très rapidement, le produit tombe en panne, heu, ça revient souvent, mais pour porter plainte, il faut quand même qu'on soit sûr de nous, et il faut qu'on arrive à démontrer que c'était intentionnel, donc c'est quand même dur à démontrer, mais bon, voilà, il faut quand même mettre le holà sur ces pratiques, donc on est toujours ouvert à ces réflexions. OK. Il y avait une intervention aussi de Philippe, qui demandait si en gros, la 5G, allait entraîner, des remplacements, de produits. Ouais, merci Philippe. D'ailleurs, certains peut-être dans l'auditoire vont être plus experts que moi sur certains sujets, hein, qu'ils n'hésitent pas à apporter des précisions. Mais sur la 5G globalement, j'avais écrit un article d'ailleurs dessus, heu, pour parler que voilà, c'est le 5G, le G de gaspillage selon moi. Mmh. Parce que, bah, d'une part, il faut construire beaucoup d'antennes, je sais plus le nombre de tonnes qui sont concernées, mais déjà, il y a un impact pour tous les matériaux qui est très important. Hem, Derrière, c'est aussi, qu'est-ce qu'on promeut comme société, hein, d'être connecté en permanence. La promesse, c'est de pouvoir, voir de la vidéo en streaming, dans le métro ou dans l'ascenseur. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter quand même de vouloir, avoir toujours cette hyper connectivité. Faut lever les yeux un petit peu, et donc bon, il y a tous ces problèmes-là, et puis le problème, qui intéresse beaucoup Hop, c'est effectivement, voilà, est-ce qu'en tant que consommateur, vous n'allez pas être obligé de changer votre téléphone? Hem, Ce qu'ils nous disent, l'argument officiel, c'est de dire: Pas vraiment», parce que globalement, le temps que ça se mette en place, ça va mettre, 2-3 ans à ce que la 5G soit répandue, et donc bah, les nouveaux téléphones vont être compatibles 5G, et vu la durée de vie des téléphones, bah, votre téléphone actuel qui n'accepte pas la 5G, il sera mort.
Et donc, vous en achèterez un autre dans 2 ans qui, lui, sera compatible parce qu'ils le seront tous et donc, c'est pas grave. Moi, je pense que c'est quand même plus grave que ça parce que on le voit, je sais pas si vous l'avez vu, mais les pubs, elles sont partout pour dire: «Ouais, votre téléphone 5G». Alors que bon, globalement, là, ça va vous servir à rien la 5G, dans la plupart des endroits en France et donc je pense que cette obsolescence marketing là, elle joue à plein quoi. «Ah ouais, mon téléphone là, je vais m'en débarrasser parce qu'il y a le nouveau» et puis je pense quand même que voilà, il y a quand même des téléphones qui arrivent à durer plus que 2 ans, heureusement et Mmh. que ceux qui arrivent à les faire durer, 3-4 ans, bah, ils vont se retrouver à avoir un problème de pas avoir la 5G et donc d'être incités à renouveler quoi. Donc je pense qu'il y a un problème de renouvellement qui sera peut-être pas une contrainte à 100, mais qui participe de ce gros discours d'à chaque fois on a une avancée technologique et globalement on incite très fortement au renouvellement avec, un impact, qu'on ignore à chaque fois. Derrière chaque smartphone qu'on renouvelle, c'est 70 kilos de matières premières qui sont gaspillés, c'est le recyclage qui est problématique, c'est des métaux qui sont aussi, polluants et cetera, et c'est du pouvoir d'achat, enfin, c'est à chaque fois toutes ces choses qu'on prend pas en compte et toujours au nom de la croissance. Mais faut bien voir ce que c'est comme croissance. Enfin, c'est pas la croissance du bien-être et c'est pas aussi des emplois parce que ces produits sont pas fabriqués en France, globalement ou en Europe. Donc on pourrait créer aussi des emplois autour de la réparation, du service après-vente et cetera, beaucoup plus que ces emplois que de toute façon on n'a pas sur l'industrie malheureusement. À chaque fois, je pars, hein, dans des divagations parce qu'il y a plein de choses à dire, mais voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions, Elvire? Ouais, si, si, si. Mais juste, bah, il y a une intervention, de Miguel qui dit que selon le Haut Conseil pour le climat, la 5G va alourdir l'empreinte carbone du numérique. Autrement dit, polluer plus entre 2,7 et 6,7 millions de tonnes de CO2 en 2030, soit 20 à 40 de plus qu'aujourd'hui. Donc en effet, c'est quand même beaucoup plus lourd. Ouais. Et quand on pense que le Haut Conseil pour le climat a été mis en place par le gouvernement, donc on c'est quand même, bah, du coup, c'est à son honneur, hein, c'est très bien, mais heu, c'était pas du tout, comment dire? Voilà, une instance qui était censée, démonter ce que fait le gouvernement et malheureusement, c'est vrai que la Convention citoyenne pour le climat a dit: «Il faut faire un moratoire sur la 5G», et que ça a été un truc, voilà, non négociable pour notre président et je pense que voilà, ça symbolise quand même les incohérences actuelles. C'est qu'on reste dans un logiciel de croissance et de consommation matérielle. Cette société de consommation, on la remet pas en question. Donc dès que et derrière cette idée aussi, il y a cette idée de progrès. Heu, qu'est-ce que le Ouais. progrès finalement? Et est-ce que c'est toujours cette avancée technologique suivante? Ou est-ce que c'est se poser vraiment, la question de quel mode de vie on veut? Hem, donc nécessairement, c'est plus dur à remettre en question, hein, je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, l'impact, il risque d'être très négatif, comme le dit le Haut Conseil pour le climat et donc c'est dommage et je pense qu'il va être sans doute beaucoup plus négatif que, par exemple, les avancées qu'on va avoir grâce à l'indice, de réparabilité. Mmh. L'indice de réparabilité, c'est très bien, il va sans doute, permettre, d'économiser du CO2, d'économiser des matériaux, mais je suis pas sûr que ce soit une économie plus importante que ce que va nous coûter la 5G. Donc à la fin, le bilan, bah, faudra voir. Ouais, en effet. Il y a Pat, justement, qui conseille, la fresque du numérique, en tout cas, sur l'empreinte, du numérique. Merci, ouais. Et Fanny, qui voudrait savoir quelles sont vos principales caisses de résonance médiatique et comment on peut amplifier le mouvement pour, faire bouger les lignes plus vite? Bah, merci Fanny, il faut toujours l'amplifier, je pense. Hem, on n'est pas trop mauvais en médias, même si on n'est pas, Greenpeace non plus,
Mais là, on vient de publier ce rapport sur les télés qui n'était pas sensationnel dans le sens où on n'a pas porté plainte contre Sony, par exemple, avec une grande action, une grande nouvelle. Et pourtant, on était aux Mmh. 20 h de France 2, de TF1, etc. Donc, c'est pas... On a quand même des relais, mais à chaque fois, pour avoir un relais, il faut avoir un truc nouveau à dire, hein. Et donc, forcément, il faut avoir fait une enquête donc, quand on fait de la sensibilisation, qu'on fait du lobbying, ou qu'on anime le club d'entreprise, bah, c'est un peu du travail de l'ombre et forcément, on ne fait pas la une des médias, hein. Hem, donc, on arrive à se faire entendre, mais on arrive à se faire entendre aussi, hem, comment dire? C'est facile d'aller dans les médias, mais il faut toujours simplifier un peu le discours, quoi. Dans notre précédente enquête sur les lave-linges, ce qui avait bien porté, c'était de dire, la durée de vie des lave-linges, selon 2 études, elle était réduite, c'était passé de 12 ans à 8 ans, je crois. C'était c'était quand même assez fort, hein, de montrer cette réduction de la durée de vie et c'était en moins de 10 ans cette, évolution. Donc c'était mais donc ils ont retenu que ça, alors qu'il y avait plein d'autres choses évidemment qu'on disait. Et derrière cette remise en question plus philosophique de notre société de consommation, bah, on n'arrive pas et même tout simplement l'impact environnemental, on a du mal à le dire. Quand on a porté plainte contre Apple, on était partout sur les médias, mais ils retenaient une phrase et c'était pas la phrase où on trouvait que, c'était 70 kilos de matières premières pour fabriquer un Mmh. smartphone. C'était juste dire: «C'est l'arnaque, Apple» et puis ils avaient gardé ça. Donc évidemment, on est preneur de toute, possibilité pour aller plus dans le fond, bah, comme on le fait aujourd'hui. Le bouquin qu'on avait édité, en 2017, il reste, d'actu, mais je pense qu'il faut continuer à aller sur, des articles de fond, et puis on n'est pas très nombreux en bénévoles, hein. Alors il y a 4 salariés dans l'association, donc c'est une petite équipe et puis après il y a peut-être une quinzaine de bénévoles et donc un peu tous les jours, enfin pas tous les jours, mais souvent, on a des propositions pour aller tenir un stand de par-ci, pour faire une conférence par-là et puis, bah, sur les bénévoles qui sont capables d'aller parler de ça, bah, il y en a plus que 4 ou 5 et donc en fait, on dit non, très souvent parce qu'on n'est pas non plus assez nombreux. Donc c'est pareil, c'est vrai que si certains, sont intéressés et peuvent apporter, leur pierre à la fois parce qu'ils veulent bien sensibiliser les gens ou ils veulent bien, ils ont des compétences techniques, j'en sais rien, de sites internet ou de graphisme ou de choses comme ça ou, enfin en gros, il y a plein de compétences nécessaires pour, nous aider à être plus impactants. Parce qu'il faut qu'on s'améliore encore, on est loin d'avoir gagné ce combat. On a quand même progressé dans le sens où et je ne vais pas être trop long non plus dans la réponse, hein, je veux dire, mais dans le sens où il y a 5 ans, quand on s'est créé, eh bien les gens ne savaient pas trop ce que c'était que l'obsolescence programmée. Oui. Heu, Aujourd'hui, c'est quand même assez admis, et plus personne et avant on disait: «Oui, mais bon, est-ce que c'est vraiment vrai?» Maintenant, la question se pose plus vraiment d'ailleurs parce qu'il y a la loi aussi qui l'a établie, mais donc on est plus sur comment on fait, quoi. Donc on a quand même avancé et ça montre qu'on a fait parler du sujet. On n'a pas été seuls, il y a d'autres assos qui en ont parlé aussi et du coup, je trouve que, bah, ça pousse un peu, ça va dans les consciences progressivement, mais souvent, je pense que le consommateur, il est un peu démuni quand même. Il se dit: «Mince, je veux bien, mais j'ai pas l'info, je sais pas quel lave-linge acheter, et puis j'ai Mmh. pas beaucoup d'argent, donc je vais pas non plus acheter le 1000 qui coûte, justement, 1 000 € et puis je veux faire réparer, mais mince, ça va me coûter trop cher». Enfin et puis c'est pas pratique et puis, il y a toujours ces obstacles-là et donc je pense que notre rôle, c'est de rendre ça plus facile, qu'il y ait l'info, qu'on ait une alternative, donc qu'il y ait des marques aussi qui s'engagent, qui garantissent plus longtemps leurs produits, que la réparation soit moins chère, qu'on ait des assos qui t'aident à réparer gratuitement. Enfin, il faut qu'il y ait tout un assemblage de solutions pour que le consommateur, il sache que vraiment il a des vraies réponses et pas juste, cette espèce de culpabilisation du consommateur, alors que parfois il n'a pas beaucoup de choix.
Mmh. Il faut quand même aussi être sur les deux côtés. On sensibilise les gens, mais aussi on fait en sorte que ce soit vraiment possible, quoi. Mmh. OK. Et si tu devais résumer les chevaux de bataille de Hop en ce moment, ça serait quoi? Alors, il y en a 2 qui sont assez forts sur l'aspect législatif. Alors, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais globalement, cet indice de durabilité dont je parle pour 2024, il doit se concevoir dès maintenant, quasiment. Mmh. Et nous, on met la pression pour que aussi en 2022, justement, vu que la question était posée sur les élections, il n'y ait pas une autre majorité qui dit: «Ouais, mais non, mais on va pas faire ça». Donc il faut quand même que ce soit bien établi. On est vraiment en train de construire une coalition avec plein d'acteurs et d'entreprises et de distributeurs aussi pour dire: «Voilà, comment on s'organise, quoi». Ça, c'est hyper important. Le deuxième, c'est aussi en ce moment qu'est en train d'être vu le fonds pour la réparation. J'ai pas eu l'occasion de le mentionner, dans le détail, mais on a obtenu qu'en fait, on ait une partie de tous les fonds qui vont à ces éco-organismes. Vous savez, quand vous payez, une petite, éco-contribution sur un produit de quelques centimes, et ben ça va toujours dans un grand fonds qui finance le recyclage, en grande partie. Nous, on veut que ce fonds-là, il finance aussi la réparation. Et donc ça a été voté. Et maintenant, ce qui est un peu en train de se jouer, c'est qu'on est à peu près 20 du coût de la réparation qui puisse être, aidé par ce fonds. Donc le consommateur, il a une sorte de ristourne, quand il veut faire réparer, ça devrait être pas sur tous les produits, là aussi, ça devrait être plutôt sur les produits électriques, numériques. Et donc, nous aussi, c'est pareil, là, on est à fond pour construire ce fonds, quoi. Donc ça, c'est au niveau, législatif. Après, il y a plein d'autres choses à faire. Hem, on continue à faire des enquêtes, sur des produits. Donc là, on vient de faire sur la télévision. Le club, eh bien, il faut qu'il continue à s'enrichir, avec, et à avoir des nouveaux membres. Là, c'est la première année aussi qu'on a fait des adhésions un peu grand public pour tout le monde. Donc il faut que les personnes rejoignent Hop un peu plus massivement. Hem et puis notre anniversaire. Non, on l'a fêté récemment, pardon. Mais à chaque fois, on fait des grands événements aussi, donc on en fait un annuel pour bien faire parler du sujet. Voilà, globalement pour les priorités, à chaque fois, il y en a trop par rapport à au nombre de personnes qu'on est Ouais. pour les mener à bien, mais c'est quand même hyper intéressant. Bah, on imagine, ouais. Et justement, est-ce qu'il y a des associations similaires au niveau international, ou est-ce que vous êtes associés avec d'autres types d'acteurs au niveau international? Et puis, autre question qui en découle aussi, comment ça se passe, cette notion d'obsolescence programmée dans les pays en développement? Est-ce qu'il y a des choses qui se constituent à ce niveau-là, où justement on pousse un peu au développement de la consommation, etc.? Oui, alors, la France est «leader» entre guillemets parce qu'elle est la seule à avoir ce délit, d'obsolescence programmée. Ouais. Il y a des discussions au niveau européen, donc il y a eu un rapport qui a été voté à l'unanimité quasiment pour pénaliser l'obsolescence programmée aussi au niveau européen, mais c'est pas encore, une loi européenne. On imagine que ça va pas être simple, mais bon, c'est sur la table. Hem, L'ONU a fait des rapports aussi sur le sujet, donc ça peut concerner effectivement aussi des pays en développement. Hem, Là, j'étais, pas plus tard qu'il y a 2-3 heures au téléphone avec une organisation au Mexique, qui veut, faire comme nous, quoi. Mmh. Il y avait pareil en Colombie, des sénateurs qui voulaient faire une loi, bah, un peu partout, ils s'intéressent et puis hop, finalement, même si on n'est pas très grand, et ben, on est un peu en avance parce qu'on est quand même assez structuré sur ce sujet-là, quoi. Alors qu'il y a d'autres assos qui s'intéressent à ça parce qu'elles sont des associations environnementales, mais
sont pas aussi pointus que nous, souvent. Ou alors, il y a parfois des assos de consommateurs qui peuvent jouer ce rôle, mais c'est plus avec l'aspect consommation. Donc, c'est pareil, c'est un bout de la lorgnette. Mm. Donc, il y a d'autres assos avec qui on est en lien au niveau européen, avec dans d'autres pays, au Canada, par exemple. Et donc, on a des partenariats comme ça. Mais c'est sûr que ça ne va pas être la même chose dans un pays en développement, malgré tout. Il y a beaucoup plus le réflexe de réparer, de se débrouiller, quoi. Et, euh, et donc de faire durer au maximum, de réutiliser au maximum les composants. Donc, je pense quand même que c'est plus les pays développés qui sont amenés à légiférer dans les Mm. prochaines années. Mais après, ça va avoir un impact sur tout le monde malgré tout, parce qu'on est quand même, voilà, un marché mondial. Donc, et je sais qu'il y a des pays qui ne sont pas extrêmement riches, comme ceux que je viens de mentionner, qui s'intéressent à ça. Donc, après tout, je trouve que c'est un nouvel idéal, après pour finalement reprendre le fil. C'est un nouvel idéal qui est proposé derrière ce combat de la durabilité. C'est dire, voilà, pourquoi on consomme, enfin, pourquoi on est sur Terre, et le monde entier voit les limites de la société de consommation. Et le monde entier ne veut pas abandonner ça pour avoir rien à la place. Donc, il faut proposer un autre idéal. Et cet autre Mm. idéal, ça peut être effectivement d'avoir plus de temps pour d'autres choses, et donc d'avoir des produits qui durent, de ne pas avoir cette injonction à consommer en permanence, d'avoir plus de liens, plus de services, mais pas forcément plus de matière. Donc, il y a quelque chose à jouer autour de ce combat qui parle à tout le monde. Donc, je pense que ça a du potentiel au niveau mondial, même s'il y a des niveaux différents. D'accord, ok. Merci beaucoup. Fanny nous demande quid de la Chine, dont l'économie dépend d'abord de la consommation, enfin, dépend, un, de la consommation de l'Occident et deux, de la consommation de son marché. Oui. Non, mais c'est sûr que si par exemple le discours sur cette relocalisation possible de l'industrie, par exemple, si on exige 5 ou 10 ans de garantie, les produits chinois seront peut-être plus capables de le faire, et donc on peut être incité à produire en France ou en Europe. C'est quelque chose qu'on peut voir nous de notre côté. C'est important de voir les impacts que ça peut avoir aussi sur des pays où il y a une forte pauvreté. Et l'idée, c'est pas non plus que les gens se retrouvent à fermer toutes les usines, etc. Donc, il y a une transition à opérer. Il y a une aide au développement à revoir pour réorienter justement chaque marché vers son marché intérieur. C'est quand même ça qui est cohérent, c'est d'avoir un lien entre ceux qui fabriquent et ceux qui consomment. Donc, c'est plus simple d'avoir ce lien quand on est dans le même pays ou au moins dans le même continent. Euh, et ça occasionne moins de transport et de pollution. Ouais, bien Donc sûr. aujourd'hui, on a quand même cette incohérence d'avoir ce marché complètement mondialisé. Alors la Chine, du coup, voilà, et pas beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est ont ce déséquilibre. Donc, ils ne seront pas très partants à ce qu'on aille très loin dans notre combat contre l'obsolescence programmée. Mais c'est un combat qui peut aussi aller étape par étape. Je pense que la Chine, comme d'autres, se rendent compte qu'il faut qu'ils rééquilibrent aussi. Ils essayent de, et d'ailleurs, c'est un peu en train de s'opérer. Ils ont quand même un marché intérieur qui est un peu plus en plus important. Et donc voilà, faut inciter à cette relocalisation. Ça peut aussi passer par ce qui se discute souvent de la taxe carbone aux frontières. Donc voilà, les produits qui viennent de loin sont un peu taxés parce qu'ils sont polluants. Et donc en faisant ça, on incite quand même à relocaliser. Et donc, je pense que finalement, c'est un peu ça le sens de l'histoire. Enfin, je dis ça d'une manière, je ne connais pas l'avenir, mais de ce que j'ai pu étudier, j'ai l'impression que la mondialisation, elle a vécu ses grandes heures, mais elle est Mm. en train d'avoir un reflux quand même. Oui. Ça augmente plus. Ça augmente plus les flux, et il y a tellement d'aspiration à avoir plus de local que je ne vois pas
vois pas pourquoi les traités internationaux, ils sont beaucoup plus contestés. Donc, j'ai l'impression qu'on va aller vers ça, vers relocalisation des marchés intérieurs. Et c'est tant mieux parce qu'on peut plus facilement contraindre une entreprise sur notre territoire qu'à l'autre bout de la planète, Mmh. quand on est un politique. Et donc voilà, il faut juste pas que ça se fasse non plus du jour au lendemain. Et il faut pas, enfin, faut que chacun trouve son équilibre économique. Mais en tout cas, l'équilibre environnemental aujourd'hui, il n'est pas là. Et donc, c'est des millions, des milliards de personnes qui risquent de mourir à cause de ce changement climatique qui est juste absolument certain. Et donc, on n'a pas le choix, d'une certaine manière, que de revoir nos modes de production et de consommation. Et là, Mmh. c'est une manière de le faire qui est très vertueuse parce que finalement, c'est l'intérêt. euh, Peut-être, c'est important, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Les gilets jaunes, on en a parlé beaucoup l'an dernier. Ça opposait la fin de mois et la fin Du du monde. monde. Mmh. Là, sur l'obsolescence programmée, on a les deux combats qui vont ensemble. Le fait qu'un produit dure plus longtemps, c'est bon pour la planète et c'est bon pour le pouvoir d'achat aussi, quoi. Donc, on a vraiment un combat qui peut rassembler beaucoup de monde. Faut s'en donner les moyens, faut faire étape par étape. Nous, on a plein de propositions. Ce serait pas concevable finalement qu'on puisse pas aller plus loin et qu'on soit pas plus nombreux à porter cette voix, je pense, même si on sait que c'est pas facile. Ouais. En tout cas, parmi les participants, il y a beaucoup de gens qui sont hyper, positifs et qui ont très envie de Cool. rejoindre COP et voilà. Et alors, autre chose, ouais, Michel parlait de Keep It, comme exemple d'initiative assez vertueuse. C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple, de Back Market? Oui, bah, ça fait partie d'ailleurs des entreprises qui font partie de notre club, Kipit, Ouais, qui est un fabricant ouais, vraiment durable. Donc c'est chouette, mais c'est encore une petite entreprise, c'est une start-up. Back Market qui commence à être gros, qui ouais, vraiment fait son trou, je ne sais pas combien ils sont, mais c'est quand même une success story, entre guillemets, ouais. et qui fait partie de la solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les smartphones, vous avez finalement quoi comme solution de consommation durable? Bah, vous avez le fait d'acheter un appareil reconditionné d'occasion, comme ceux que vend Back Market, Recommerce, enfin, il y a d'autres sites aussi qui le font. Mais ils le font bien. Enfin, ils le font parce qu'ils mettent une garantie aussi derrière. C'est efficace, il y a beaucoup de choix. Ils peuvent s'améliorer, hein, très certainement. Mais bon, c'est bien que ça existe et que ce soit facile quand même. Mmh. Donc, Miguel nous dit que c'est 500 personnes, pardon, excuse-moi, Back Market. 500. Merci. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ça commence à être ce Mmh. qu'on appelle une ETI, entreprise intermédiaire, quoi. C'est quand même ouais, beaucoup plus qu'une PME. Et, euh, et sinon, on a quoi comme solution sur les smartphones? On a le Fairphone, que vous Mmh. connaissez peut-être, Mmh. qui est donc cet appareil très modulaire, qui est plus durable que les autres, même s'il a aussi des problèmes. Mais ouais, il n'y a pas 36 000 choix, quoi, de consommation durable dans les smartphones. Mmh. Donc heureusement qu'ils existent, Back Market et d'autres. Après, le nec plus ultra peut-être, c'est de se dire: «Est-ce que j'ai vraiment besoin du smartphone? Est-ce que je peux pas, faire avec mon vieux téléphone et puis tant pis?» Mais ça, faut quand même avoir un certain militantisme et être, motivé, pas avoir trop de contraintes pour le faire. On est quand même dans un mode de vie où ça devient de plus en plus dur de se passer de smartphone Mmh. et c'est d'ailleurs un problème, hein. C'est que pourquoi est-ce que, tellement de plus en plus de services publics, vont absolument nécessiter d'avoir cet appareil quand on sait tous les problèmes qu'il a en termes environnementaux. Mais bon, donc voilà, il faut qu'il y ait des alternatives, chacun la trouve d'une manière un peu plus extrême ou pragmatique,
Mais d'une manière ou d'une autre, en tout cas, il faut qu'il y ait des solutions autres que le fait de changer tous les ans son smartphone en achetant un truc neuf. OK. Et juste, il nous reste 9 minutes. Juste pour répondre aux questions, les gens qui veulent devenir bénévoles ou éventuellement rentrer en contact avec toi à propos de Sony ou encore Microsoft aussi, qui est passé par rapport au dernier Windows, je crois, font comment? Te contactent directement via Hop Ouais, alors là, à l'écran, vous avez l'adresse mail qui va à l'équipe parce que c'est vrai que c'est là qu'on structure toutes les demandes et toutes les plaintes, on va dire, sur des produits. Donc ça, on le fait assez bien et dès qu'on a un certain nombre de plaintes qui sont concordantes, on commence à mener l'enquête. Parfois, c'est pas on fait pas forcément une plainte en justice, hein, mais parfois, c'est, un courrier, on a fait ça par exemple sur Nespresso, sur, enfin, il y en a plusieurs en tête, parce qu'on voilà, on veut avoir des engagements de la part de la marque, mais on va avoir des réponses en tout cas. Donc c'est intéressant parce qu'ils se disent: «Mince, quand même, c'est une asso qui a pas hésité à porter plainte, donc il faut quand même qu'on réponde et Ouais. qu'on montre, qu'on fait quelque chose, au moins qu'on indemnise les clients. Donc oui, il faut nous écrire là-dessus. Sur le site, c'est facile d'adhérer aussi, il y a pas de souci et puis on a des réunions tous les mois de bénévoles. Donc là, c'est pareil, sur contact, dire: «Je veux bien être bénévole». Derrière, on a, un système de parrainage, donc il y a un bénévole qui va pouvoir parrainer un nouveau pour dire: «Voilà comment ça marche, bon, voilà ce que tu pourrais faire». Et puis venir une fois ou 2 pour voir si ça vous plaît. Donc heu, donc voilà, c'est assez simple et c'est vrai que Microsoft, c'est intéressant que la question soit posée parce qu'en fait, on est passé, peut-être, à côté de ce gros sujet, la migration vers Windows 10 là, de nombreux appareils. Dans beaucoup d'entreprises, c'est finalement des milliers d'ordinateurs qui ont été mis au rebut, alors qu'ils marchaient encore, mais tout ça parce qu'il fallait passer à Windows 10 et donc fallait, que ce soit assez enfin que l'ordinateur soit assez récent pour pouvoir supporter Windows 10, quoi. Mmh. Et c'est vraiment de l'obsolescence. C'est vraiment de l'obsolescence et là, j'ai vu récemment une pub, c'est même pas une pub, mais sur le site de Microsoft, j'ai hésité à porter plainte aussi, mais disant: «Voilà, la plupart des appareils, anciens, vont pas supporter Windows 10, c'est peut-être le bon moment de passer, à un nouvel appareil» et cetera et cetera. Donc ça, voilà, ils le disent clairement, quoi, voilà, changer, changer et ça, c'est criminel quasiment d'un point de vue environnemental. On peut le comprendre d'un point de vue commercial, mais c'est juste que maintenant il faut passer à autre chose. J'espère qu'on pourra faire quelque chose de plus, par rapport à cette obsolescence. Faut voir par quel bout la prendre, pour, démontrer juridiquement qu'il y a un problème. Mais en tout cas, c'est majeur comme sujet et si certains ont des idées, pourquoi pas. OK. On arrive au bout de notre temps. Alors, j'espère que Il n'est pas trop tard. que j'ai posé, pardon, et bien relayé les questions de tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, puis on les fera passer à Samuel. Généralement, on termine ces conversations en demandant, pour toi, quelles seraient un peu les trois actions à faire pour justement aller vers le mieux et réussir à, à faire avancer les choses. Oui, moi j'ai trouvé ça, très intéressant les questions qui ont été posées. Là, j'ai vraiment eu le temps de parler de tous les enjeux et je vois là sur le chat, Miguel qui apporte des précisions, et c'est vrai qu'Ecoder, c'est une super boîte, hein, dans le 18e là, qui reconditionne des ordis, et donc il y a l'air d'avoir un problème lié à, justement à cette migration de Microsoft. Donc voilà, Miguel peut en parler mieux que moi.
mais donc maintenant, je pense que les enjeux, voilà, il faut qu'on soit plus nombreux à porter ce discours, à être conscients. Et j'espère qu'effectivement sur 2022, on pourra avoir des engagements aussi de candidats qui vont aller plus loin que ce qu'on a obtenu jusqu'alors. Parce que c'est quand même hyper intéressant. Derrière, quand ils ont signé un truc, ils n'ont pas trop intérêt à se dédire. Et donc, ça fait un bon coup de pression pour pousser, pour placer nos pions dans nos propositions. Et donc, bah oui, voilà, ravi d'avoir été avec vous. Il est un peu tard, on est content d'être dehors en ce moment, donc c'est Ouais. cool d'être resté devant votre ordi. Et puis, bon, ça tombait bien, il n'y avait pas de match aujourd'hui, donc, Oui. Et puis on a perdu, donc. et puis de toute façon, il y a voilà, moins d'intérêt. Mais voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. J'ai vu vos petits messages et merci à vous pour vos questions. Puis on se reverra parce que bientôt aussi, on fera des choses en vrai, hein, j'espère, qu'on a des confs autrement. Et donc, on pourra se voir et ça sera plus sympa encore. Bah, merci beaucoup en tout cas, Samuel. Mathilde, je ne sais pas si tu veux conclure ou intervenir. Écoute, Elvire, tu as mené ça d'une main de maître. Merci beaucoup déjà d'avoir si bien animé la conférence et merci de nous avoir apporté ce sujet, Elvire, et merci à Samuel d'avoir répondu présent à notre invitation. C'était un plaisir, comme à chaque fois, et je crois qu'il y a plein de vocations qui se sont en tout cas, plein de gens qui ont envie d'aller plus loin sur le sujet et ça, c'est super. Il y en a aussi qui n'ont pas pu être là ce soir. On mettra évidemment le replay de cette conférence sur notre chaîne YouTube aux Actes Citoyens. Venez aux prochaines conférences. Nous aussi, on espère pouvoir un jour organiser des événements en présentiel. Et en tout cas, merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir. On se retrouvera à la rentrée après un été sur les terrasses. Merci beaucoup. Merci Samuel et merci à toutes et à tous. Et bonne Merci. soirée. Au revoir.